Hey, bienvenue dans le trio économique. Aujourd'hui, ça va être un cours difficile pour l'Iris. Ce sera pas facile. On va parler d'économie, évidemment, mais en utilisant des vrais indicateurs. On les a déjà perdus avec ça. On va... Je sais qu'ils aimeraient ça qu'on parle du bonheur, puis de l'indice du bonheur, puis comment que les Québécois, on est meilleurs que tout le monde dans le bonheur. Mais non, on va parler du PIB. C'est quoi le PIB? T'sais, tout le monde parle de PIB, mais c'est quoi le fucking PIB? Ouais. Je veux dire... On avait fait un épisode il y a longtemps sur les indicateurs weirdo qui avaient déjà été utilisés. Là. Je ne me rappelle plus c'est quand, là, mais ça fait d'un premiers épisodes, là, genre 10-15 premiers. Mais on n'a jamais vraiment... Parce que des fois, tu te dis qu'il faut peut-être revenir à la base. C'est quoi ça, le PIB comme tel? C'est quoi cet indicateur-là? Puis pourquoi c'est pertinent? Puis là, ben Vincent, tu as préparé une série en fait, t'es tombé en mode Pierre Desrochers. Oui, donc, je pense que le mode Pierre Desrochers, c'est quelque chose que, lorsque nécessaire, je vais l'adopter. Exact. Ah oui, c'est ça. C'est parce que des fois, il faut réaliser qu'il y a des choses que tu as besoin d'images pour que les gens puissent visualiser. Non, t'es jaloux parce que Pierre, quand il vient, il reçoit beaucoup, beaucoup d'amour. T'es aussi un être d'amour. Donc, toi aussi, tu as décidé de faire des slides. En disant ça, à chaque fois, ça m'irrite un petit peu. Je suis comme... Pourquoi tu penses que je le dis? Je sais, mais je sais pas pourquoi. Je comprends pourquoi vous le dites de Sam. Je sais pas pourquoi vous le dites de moi. Tu veux être aimé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu veux être avec des notes de bas de page, mais tu veux être aimé. Donc, commençons... Non, je veux avoir raison. C'est pas la même chose. Commençons vivement avec les premières diapos. Donc là, c'est ça, c'est mon écran que je partage pour ceux qui sont en audio, là, où on va essayer un peu de décrire là, comme on peut ce qui va y apparaître, parce que si vous écoutez, des fois, ça vient un peu plus abstrait de se le figurer. Là. Mais je te laisse introduire, là, Vincent, là, avec les premiers trucs que tu voulais mettre de l'avant. Oui, ben écoute, c'est parce que quand les gens parlent de PIB, ils ont vraiment la compréhension. La mesure est partout, mais on n'en a jamais parlé en beaucoup de détails. Peu de gens, même ceux qui en parlent dans les médias, savent exactement comment est-ce qu'elle est construite. Puis, à l'origine, les deux gars qui ont vraiment été les locomotives sur le sujet, c'est un Britannique qui s'appelle Colin Clark. Pour ceux qui sont au visuel, c'est celui dans le coin en haut à gauche. Puis un Rappelons que PIB veut dire produit intérieur brut. Oui. Regarde, il faut tellement aller aux bases que oui, ça veut dire produit intérieur brut. Et il y a son cousin, le produit national brut. Intérieur brut. De quoi tu dis là, brut? S'il y a un T, man, faut que tu le dises, le T? Non. Ben, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire brut, là, mais c'est pas grave. De quoi tu parles? On va faire comme si on n'avait rien entendu. T, parce que si tu dis brut, une brute, c'est TTE. Le T me semble... OK, Vincent, reste en économie. OK, reste en économie. Je suis pas mal sûr que j'ai raison là-dessus parce que j'ai travaillé avec Martin Mars qui me cassait les oreilles sur les prononciations adéquates de tout. Puis... C'est pas sérieux, là. On dit brut depuis toujours, puis on n'est pas correct de dire ça. Je suis 90% sûr que le T est silencieux. Hey, ça part bien, hein? On est rendu... Bon, ben, je vais chercher ça dans la tête de Yann était parti. Aller le chercher. Donc, les deux gars qui font ça, au début, ils essayent de trouver une mesure de l'activité économique dans une nation. Puis, je dis activité économique parce que dès le début, ils soulignaient que l'activité économique, c'est pas nécessairement le meilleur synonyme. Puis, j'ai mis une quote de l'Américain qui participait à ça, Simon Kuznets. The welfare of a nation can scarcely be inferred by the measurement of national income. Et ce genre de phrase-là est depuis toujours utilisé par une tonne de gens pour dire, tu vois, on devrait abandonner le PIB. Le PIB, puis je vais expliquer exactement comment c'est calculé. Ça manque plein d'affaires, puis c'est une mesure capitaliste. Es-tu prêt pour la réponse? Oui. Brut. Wow, c'est pas ça. Brut. Ben, en tout cas, moi j'entends le T, là, Vincent. Là. OK, écoute, si tu veux... non, mais selon le Larousse, là, Martin Mars, je ne sais pas si ça vaut, mais le Larousse a dit prononciation au masculin
brut comme le féminin B-R-U-T-E en prononçant le T final. Bon, ben, c'est Martin qui avait tort, puis moi aussi. Ça arrive. Va te coucher. Écoute. Yann est tellement content. Là, il est comme... Yes! Il est comme un proofreader au devoir. Il se sent immensément utile. Exact. Parce qu'il y a 3 personnes qui vont avoir compris la Non, mais en discussion. fait, c'est que si on était fact-checker pour un Fact-checker grand média pour le journal dominant, intime. c'est ça, si j'étais fact-checker pour un grand journal, je ferais un signalement en dessous du truc. Je dirais, OK, attention, cette vidéo contient des faussetés. À 2 minutes 43, l'animateur dit le mot, prononce mal tel mot et il dit qu'il a raison alors que dans le Larousse, c'est écrit telle affaire. Là, t'es comme c'est important, là, lutter contre le spreading de la désinformation. Ouais. Ouais, c'est vraiment... C'était substantif comme point. Oui, exact. Revenons à des choses pertinentes, donc pas des choses que l'IRIS publie. C'est l'idée que c'est pas une bonne mesure. Ça fait qu'il y a plein de gens qui proposent un paquet d'affaires. Puis, à la prochaine diapo, si Frank veut passer, tu as l'exemple Pas ça que je voulais faire. classique des mesures alternatives. Puis ça, c'était, écoute, l'exemple, naturellement, une des places où est-ce que ce genre d'affaires-là émerge, c'est en France. Donc, Surpris! Surprise, surprise. La France, la fontaine des bonnes idées. C'est ceux-là qui nous ont fondé Piketty, hein, c'est ça? Oui, entre autres, mais plusieurs choses, mais il ne faut jamais sous-estimer la capacité des Français de nous donner des choses qui sont des irritants en termes de contenu. Là, c'est comme dans le truc dans le faux Joey, jingoïsme, là, mais... Dans un des trucs que Joey a fait jouer, il y avait un gars du HEC qui parlait, puis il disait, mais là, c'est pas ça, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est des économistes comme Piketty, là, qu'on peut pas accuser d'être très à gauche. Là. Puis j'étais là, OK. Oui. Qu'on peut pas accuser d'être très à gauche. Oui, Écoute, oui. Ça dépend où est-ce que tu définis gauche, là, mais Ouais, je suis pas mal sûr que quelqu'un qui se dit membre, qui dit voter pour Jean-Luc Mélenchon, finit plus... Attends un peu. Un économiste comme Piketty dit ouvertement voter pour Mélenchon. Il a voté PS, ça, je le sais, mais je suis pas mal sûr aussi qu'il a appelé plusieurs fois à voter pour Mélenchon. Je vais te trouver ça. Si tu veux rechercher, là, parce que tu me poses la question, mon cerveau, chaque fois que tu me poses la question, ce que je pense savoir, je me mets à douter, puis là, en plus, tu as contribué à ça plus tôt. Mais en 2008, Sarkozy commissionne Joe Stiglitz, Amartya Sen, qui sont quand même des gens qui sont, en dépit de la motivation idéologique derrière ce rapport-là, c'est des experts dans la mesure du niveau de vie et ils produisent une commission qui s'appelle la commission Stiglitz qui propose que le PIB est une mesure avec beaucoup, beaucoup de failles et qu'il faut d'autres indicateurs, notamment ils proposent un truc qui est maintenant connu comme le Social Progress Index, mais il faut aller plus loin. Fait qu'ils font plein de recommandations dans le rapport sur... et eux, c'est peut-être plus la partie extrême de la fenêtre. Ils vont dire qu'on devrait juste ignorer le PIB parce que ça ne capture pas bien le niveau de vie des gens. Mais tu as d'autres personnes qui sont un peu plus modérées, puis ça, c'est la prochaine slide. J'ai une réponse partielle à ce que tu voulais. On a un article de 2017. L'économiste Thomas Piketty a expliqué, mercredi 12 avril, qu'en cas de non-qualification du candidat socialiste à la présidentielle pour le second tour, il préférerait voter pour Jean-Luc Mélenchon plutôt que pour Emmanuel Macron, jugeant ce dernier co-responsable du désastre économique du quinquennat. Okay. C'est un économiste de droite, c'est assez évident. Oui, parce que quand tu préfères Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron, t'es clairement néolibéral. Oui, c'est ça. Tu fais partie du vaste complot néolibéral. Ben écoute, exact. La raison que la critique existe, c'est que le PIB est composé, en gros, la définition que tu vas entendre que personne ne comprend très bien à première vue, c'est la valeur de toutes les transactions sur des biens et services finaux. Okay? Donc, c'est la somme de toutes les dépenses d'économie, mais pas des trucs intermédiaires. Fait que toi, si tu vends du blé à un moulin qui va le transformer en farine, qui ensuite va le transformer en pain à une autre place, avant que ça soit du pain, on ne le compte pas. On compte uniquement le pain à la fin. Donc, c'est toutes les dépenses finales. Ben, écoute, mettons que j'arrive, je regarde moi ma job en service financier.
Si officiellement, je reçois des C'est un commissions service, pour avoir conseillé des clients, est-ce que c'est considéré comme un service final c'est un d'avoir donné du service final. conseil? À moins, que je manque quelque chose dans ton type de client, mais si tu n'es pas à des clients institutionnels ou que tu n'es pas un service pour une autre entreprise qui vend quelque chose d'autre en chemin, Non, tu je es un fais service directement final. à des gens, oui. OK, donc, tu es un service final. Et OK. ça, c'est la manière dont on calcule ces dépenses-là. Ça Le inclut podcast, notamment. vu qu'on a des Patreon, des clients, c'est un service final. Exactement. Et ça ajoute l'investissement brut, ce que les compagnies achètent cette année pour produire dans l'avenir, donc, c'est-à-dire des machines. Donc, oui, d'accord, j'achète une machine, mais elle ne produit pas cette année-là. Elle n'a rien produit encore. Ben, c'est une consommation finale. Fait que là, dans le Parce que graphique, maintenant qu'on prend quelqu'un, je prends ton agriculteur qui a produit du blé, lui, il n'est pas considéré dans le PIB parce qu'éventuellement, c'est son blé qui va être un intrant du moulin à farine, mettons, qui va être considéré. Fait que ça finit par être considéré un peu, mais oui, ça finit par être considéré. Il y a une autre manière de le faire, puis on n'en a pas besoin de la savoir ici. L'autre, c'est de juste prendre. Parce qu'ici, ce que tu vois, là, c'est que c'est la somme de toutes les dépenses, dont les dépenses d'investissement. OK? Des dépenses Ouais. qui sont pour donc l'achat du remplacer tes blé, machines dans le fond. ou en avoir des nouvelles. OK. Autrement dit, c'est pour pas compter deux fois la même affaire. Exactement. C'est la raison pourquoi on fait ça. Mais par symétrie, parce que on dit des comptes nationaux. Les comptes nationaux, ça fait référence à de la comptabilité. Puis dans une comptabilité, les deux colonnes sont supposées s'égaliser. Débit crédit, tout en pareil, tout vient en double dans un système comptable. Exactement. Fait que l'autre manière qu'on l'a, puis je ne la montre pas ici, c'est une manière qui est ce qu'on appelle la somme des paiements au facteur de production. Fait que là, ce qu'on va compter, c'est combien est-ce que la personne reçoit pour son travail. Combien est-ce qu'elle reçoit pour avoir prêté son capital? Combien est-ce qu'elle reçoit pour avoir prêté son terrain? Right? Fait que là, ce qu'on compte, c'est les paiements que les gens qui produisent reçoivent. Normalement, si tu pouvais mesurer tout parfaitement, les deux vont s'égaliser. Ils ne s'égalisent pas chaque année parce qu'il y a des petites différences de méthode, puis des fois, tu manques des trucs. Mais dans le moyen, la différence entre les deux est à peu près zéro. Deux questions rapides. Je me trompe ou c'est des estimations, cette affaire-là, dans le sens qu'il n'y a pas un ledger à quelque part au gouvernement fédéral qui a une comptabilité très précise de tout ce qui s'est passé, on s'entend? Donc, tout ça est une estimation avec des sondages, avec des trucs comme ça, un peu comme le taux de chômage, ou c'est quand même beaucoup plus précis qu'on pense? Bien, c'est là que quand tu vois la saucisse, comment c'est fait, c'est pas aussi... Il y a un art derrière la science, OK? Et c'est là que ça dépend de beaucoup de choses. Fait que, par exemple, il y a certains pays qui vont utiliser des données administratives. Donc, tu sais, les paiements à Social Security sont utilisés pour les comptes nationaux des fois aux États-Unis. La TPS qui est rentrée, mettons, pour aider. Exactement. Fait que là, tu n'as pas genre une seule enquête qui est utilisée. C'est comme une multitude de sources différentes que tu amalgames ensemble et tu peux faire certaines hypothèses. Ils ne sont pas trois gars au Canada à compter ça. C'est plus complexe que ça. Là. Non, tu ne peux pas compter ça tout seul. Il y a énormément de staff pour la création de ça. Et il y a même plusieurs équipes qui sont spécialisées sur un truc. Donc, par exemple, les statistiques de la fabrication ou le parc immobilier, les valeurs des inventaires. Il y a plein de choses qui rentrent. Au Canada, ça se passe au niveau de Statistique Canada, probablement, cette comptabilité-là? Oui, en fait, je pense que Statistique Canada, il y a quelques agences qui, des fois, utilisent des données externes. Right? Fait qu'ils vont prendre des trucs qu'eux n'ont pas créés eux-mêmes. Mais je pense que Statistique Canada, il y a littéralement 0 portion de l'estimation du PIB qui vient de données non produites par Statistique Canada. Puis la deuxième question que j'avais, c'est que, écoute, je remonte à quand on était à ces bancs d'école, toi puis moi, nous, les hommes de 40 ans. Les années 50. Ouais, c'est ça, les vieillards. Moi, de mémoire, dans mes cours d'économie, on parlait non pas de GDP, mais de GNP, de Gross National Product. PNB en France. PNB, exactement. Il y a un changement qui se fait à un moment donné de passer du PNB au PIB. Ça se passe dans les années 80-90 à peu près, ce changement-là? Ça fait plusieurs fois que je cherche à pouvoir trouver quand est-ce qu'il y a eu vraiment un changement important. Puis c'est dur de savoir quand est-ce que ça s'est passé, mais c'est clair qu'au début, le PNB,
était plus souvent utilisé et clairement aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que le PNB fait la même calcul, mais il va inclure les gens qui sont à l'étranger, s'ils sont des nationaux de ton pays. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est la richesse. Tu sais, quand on dit national accounts, ben, on dit la nation canadienne, la nation québécoise, la nation américaine. Ben, c'est un Américain qui produit quelque chose en utilisant une usine au Danemark, ben, c'est la richesse de la nation américaine. C'était la philosophie que le PNB est supposé représenter. Ouais, Alors que le PIB dit non, en fait, ce qu'on devrait se soucier, c'est où est-ce que les gens produisent, pas de quelle nationalité une personne. Les deux ont Si leur tu prends défaut. le- ouais, parce que si tu prends le PNB, mettons, ça compterait, je sais pas moi, qu'est-ce que Amazon produit en France, ça compte dans le PNB américain. Là. Oui, puis en fait, tu vas voir, ça, c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui. Puis tu as un problème avec l'Irlande, par exemple, avec Apple, qui officiellement est une compagnie irlandaise, alors qu'on sait tous qu'elle n'est pas vraiment irlandaise. Oui, ben, ça, c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, puis ça affecte beaucoup de choses. Mais en gros, là, sans qu'on devance trop dans où est-ce qu'on s'en va, c'est la différence entre les deux. C'est un regarde uniquement à l'intérieur des frontières, puis on ne se soucie pas de la nationalité des gens. L'autre regarde et considère la nationalité des gens. Je pense que la raison que j'ai déjà découvert, qui a été mentionnée au moins une couple de fois, je ne sais pas si c'est la véritable raison, mais qui a été proposée comme une des raisons, c'est que c'est très dur de traquer la nationalité de quelque chose. Ben oui. Alors que des frontières, ben, à l'exception de certaines invasions, les frontières ne changent pas beaucoup. Fait que, tu sais, je pense que la manière dont je le comprends, c'est que le shift vers. Ben, ça fait du sens. Ça fait du sens quand tu question de l'expliques. facilité. Oui, c'est ça. Next. Fait que, next, s'il te plaît. Toutes les limites qu'il y a, il y en a plusieurs. Mais quand les gens, sans le savoir, là, fait que là, je fais la liste de toutes les limites qu'il y a. Le travail dans les ménages. Fait que, tu sais, il y a une vieille joke. Laver la toilette par méga, c'est pas compté dans le PIB, ça. Oui, mais ça a quand même une valeur parce que tu aurais pu embaucher quelqu'un. Puis, en fait, il y a une vieille joke en économie que si. Parce que clairement, Yann ne peut pas laver sa toilette lui-même. C'est ça qu'on comprend. C'est ça qu'on comprend. Dans Il n'y a rien de trop beau pour la petite bourgeoisie. Exact. Qui boit du champagne. Mais il y a une vieille joke d'un économiste qui s'appelle Peter Bauer, c'est que la journée que l'homme riche marie sa servante, le PIB diminue, mais elle va continuer de faire la même chose. Puis ça, c'était une joke des années 50. Mais le pire, c'est que c'est techniquement très vrai. Là. Ben oui, c'est ça. Mais l'idée, c'était que tout ce travail-là qui se fait dans les ménages, souvent, ne peut pas être considéré parce qu'on ne voit pas de prix pour ça. Hey, as-tu pensé de dire cette joke-là aujourd'hui, on se fait lapider? Alors qu'en réalité, factuellement, tout ça est dans un contexte de calcul de PIB, c'est extrêmement vrai. C'est absolument vrai. Je veux dire, dès que la personne se met à travailler à la maison ou devient une mère à la maison ou un père à la maison pour être sensible à l'égard de tout le PC, ben, peu importe c'est qui va à la maison, la production, elle a quand même une valeur parce que tu aurais pu travailler sur le marché. Elle a une valeur, mais on ne peut pas la mesurer facilement. Donc, on manque ça. Et ça peut affecter des évaluations dans le long terme. Mais il y a un autre paquet de problèmes. Comme par exemple, il y a plein de biens aujourd'hui qui sont des biens sans prix qu'on n'est pas capable de comptabiliser. Comme par exemple, avant, il fallait que j'achète l'Encyclopédie Britannica pour avoir accès à des données encyclopédiques. Aujourd'hui, je vais sur Wikipédia. Avant, dans le PIB, les dépenses que je faisais sur l'Encyclopédie Britannica étaient comptabilisées. Mais ceux que je fais maintenant sur Wikipédia ne sont pas comptabilisés parce qu'ils sont sans prix. Mais la production est encore là. La valeur pour le consommateur est encore là. OK, on manque ces choses-là. Il y a des améliorations. Parce que c'est ça, on calcule à l'achat du bien de consommation final. S'il a été distribué de manière gratuite puis ça a été financé avec des dons, il n'y a pas d'achat qui s'effectue, donc pas de comptabilisation. Exactement, mais de la perspective du bien-être, il y a une consommation qui s'est faite et elle doit avoir une valeur supérieure de la perspective des consommateurs que la valeur qu'elle avait avec l'Encyclopédie Britannica. Puis le contraire est aussi vrai. C'est toute la professionnalisation, par exemple, des organismes sans but lucratif. Tu sais, par exemple, au niveau des associations de hockey mineur, de baseball mineur, tout ça, c'est de plus en plus difficile d'avoir du travail bénévole.
il y en a de plus en plus qui se professionnalisent, donc ils vont engager des coachs, qui vont Exactement. engager des évaluateurs, des Là, dans directeurs ce cas-là, techniques. tu vas surestimer l'augmentation du bien-être. C'est qu'on a techniquement créé de la valeur, on a une augmentation du PIB, mais je veux dire, c'est juste qu'on paye des gens pour faire quelque chose qui était fait par des bénévoles à l'époque. Ben, au Exactement. pire encore, là, si tu légalises une drogue, par exemple, c'est ce que tu vas faire aussi. Là. Puisqu'avant, toutes les transactions étaient dans le monde interlope. Oui, bien ça c'est un autre des problèmes qui vient avec. Là. Fait que je ne l'ai pas mis dans la liste parce qu'il est un peu évident. Mais le problème de l'industrie informelle, le mot fancy qu'on a. Le mot industrie informelle. Oh oui, c'est le logement hors marché. Informal sector, more precisely. Il y a aussi, j'ai mieux aimé le underground economy ou l'économie souterraine, mais j'ai toujours trouvé le secteur informel comme... La raison qu'on dit informel, c'est parce que tu peux capturer des gens qui sont vraiment à la marge entre légal et illégal. Fait que c'est pas parce qu'ils font de l'activité criminelle, c'est parce que se faire reconnaître est trop difficile. Donc, ils font quelque chose de légal, mais ils n'ont pas, tu sais, fait toute la paperasse administrative, mais il n'y a rien d'illégal dans ce qu'ils font. Fait qu'ils ont, ça, c'est pour ça l'informel. Ça inclut par contre l'illégal de temps en temps. Une fille qui a comme vocation dans la vie d'être une sugar baby, c'est pas dans le PIB. OnlyFans n'est pas comptabilisé dans le PIB. C'est une bonne question. Comment ça, OnlyFans n'est pas comptabilisé? Il l'est? Non. Pourquoi il ne serait pas? Il y a des choses qu'on a de la difficulté à avoir les enquêtes pour ça. Oui, mais je veux dire, c'est... Regarde, un exemple. Sophie Rain a fait 42 millions l'année passée, tout le monde est au courant, puis elle a bien dû déclarer de l'argent à l'IRS. C'est déclaré? Je ne sais pas combien de temps ça a pris pour que les livres vendus sur Amazon soient comptabilisés dans le PIB, mais ça a pris très longtemps pour qu'ils le soient, quand est-ce qu'ils sont. Mais dans le temps que j'avais écrit la note sur le prix unique du livre, quand le PQ voulait interdire les rabais sur les nouveaux livres, parce qu'ils avaient voulu faire ça quand ils étaient au pouvoir en 2012. Quelle idée de merde, soit dit en passant. Ça a été fait, hein? Non, ils n'ont pas réussi. Le prix unique du livre, il existe. Mais écoute, pour vrai. Non, le prix unique du livre, ça voulait dire que aucun détaillant ne pouvait offrir des rabais de par lui-même sur des titres nouveaux. Hey, ça a l'air d'une bonne idée. Mais je me suis pogné, moi, un peu avec mon éditrice à l'époque, parce que je vendais mon livre pas cher sur mon site web, puis elle n'était pas tant d'accord avec ça, parce qu'elle disait que je contrevenais à une loi, puis je lui ai dit, ils enverront en facture, je m'en sac. Bien, l'éditeur choisit le prix. Donc, toi, tu as un contrat avec ton éditeur sur ça. Hey, mais je te dis, il y avait une pause. Mais quand moi, je suis, disons, Walmart, si, mettons, moi, je suis Walmart, je peux prendre les livres de toi, puis après ça, moi, je peux les vendre un peu moins cher pour attirer... Les autres sont à 25 % de rabais au Québec. Walmart. Exactement. Fait que là, les gens, ce qu'ils disaient, c'était que la raison qu'ils voulaient faire ça, c'est parce que ça divergeait les gens vers les grandes surfaces au lieu des petits libraires indépendants. Donc là, tu sais, tu me remontes là, presque une décennie en arrière, parce que c'était dans ce temps-là que j'avais débattu de ça. Mais dans le temps, j'avais souligné que les données d'Héritage Canada... Il faut qu'il y ait un prix plancher sur telle affaire, sinon tous les petits dépanneurs vont fermer. Puis... Exactement. C'est toujours c'est généralement la même chanson. Mais dans le temps, par exemple, Héritage Canada disait, donc je ne sais pas depuis qu'est-ce qui s'est passé, mais dans le temps, il nous disait explicitement que toutes les ventes de livres sur Amazon n'étaient pas inclus dans le nombre de livres vendus au Canada. Fait que Amazon, pour eux, là, dans les statistiques, n'existait pas. Mais si ça n'existe pas pour Héritage Canada, c'est sûr que ça ne rentrait pas dans le PIB non plus. Fait que, non, c'est raison. Ça, c'est pas en vigueur. D'ailleurs, on dit qu'en 2021, Ruba Gazal voulait ramener dans le discours public le prix unique du livre. Fucking course. How? Oh, surprising! The person with the worst ideas keeps having bad ideas. It's like predictable. Anyway, tu as ce problème-là. Après ça, tu as le problème de la qualité des biens. Donc, si un bien a le même prix d'une année à l'autre, mais la qualité s'est améliorée, ben, c'est comme si tu avais produit plus de biens d'une certaine manière. Ouais. Fait que tu as ce problème-là, puis c'est difficile de mesurer la qualité. C'est très difficile de mesurer certaines caractéristiques de qualité. Tu as des investissements qu'on appelle des intangibles. Là, on pense à des investissements. Tu as acheté une machine, mais investir dans une marque de commerce là, ou une réputation d'une firme, c'est un investissement. Faire de la publicité pour faire en sorte que les gens respectent ta marque, c'est un investissement dans un truc intangible. Mais dans des économies de plus en plus trust-based comme on a, ben, ça compte pour beaucoup. Fait que
Les marques commerciales, ça compte pas beaucoup. Il faut que tu tiennes compte de ça. Et c'est très difficile à faire et c'est un problème qui grossit avec le temps. Comme la marque Pepsi, définitivement, ça a une valeur. Comment tu fais pour l'évaluer? Exactement. Puis après ça, deux fois, tu as d'autres types d'investissements comme des idées. Des idées que, tu sais, de la recherche et développement à l'intérieur de la firme, que c'est très difficile à mesurer. Après ça, tu as les trucs. Le plus classique qui est mentionné, c'est la qualité. Comme par exemple, si tu as un brevet sur quelque chose, mais tu n'as pas encore commercialisé la patente, ça reste que ça a été développé, tu as mis de la recherche et développement. Éventuellement, peut-être qu'on va faire de l'argent avec, peut-être qu'on n'en fera pas. Mais je veux dire, ce brevet-là, il existe, mais il n'y a aucune valeur dans le PIB. Exactement. Donc, tu sais, c'est des choses qu'il faut que tu considères. Puis si l'idée devient plus valorisable, le capital vaut plus. Il y a tellement de problèmes de mesure avec ça. Après ça, tu as comment tu mesures l'inflation. Parce que quand tu veux ajuster pour l'inflation, si tu mesures mal l'inflation, tu vas mal mesurer l'augmentation réelle de la taille de l'économie. Tu as le problème de la qualité de l'environnement. C'est celui que les gens de gauche mentionnent le plus souvent. Il y a le problème de comment les entreprises se classifient. Parce que si tu es une entreprise multinationale, tu peux dire comme... Ben, c'est comme le iPhone. Tu as remarqué, le iPhone ne dit pas fabriqué en Chine, mais ils disent assembled in China. Fait que ce qu'ils font, parce que les pièces viennent de partout. Non, mais ça veut dire qu'ils ont une partie de la production est faite ailleurs. Donc, ils chiffrent des parties en fonction de le traitement fiscal de certains endroits. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que la production ne se fait pas vraiment aux États-Unis ou vraiment en Chine. Puis ça a des effets sur la mesure. C'est juste que ça s'annule entre pays généralement. Donc, ce que tu es en train de déplacer d'un pays vers l'autre. Ça veut dire que par exemple, tu surestimes un peu l'Irlande et tu sous-estimes un peu les États-Unis. Celui-là, c'est une erreur qui s'annule à travers pays, qui est quand même assez problématique, mais pas la plus gigantesque. Il y a les deux préférés que moi j'ai, c'est que les dépenses de l'État. Les gens disent, bon, on va prendre les dépenses de l'État, les choses que l'État fait comme dépenses. Puis ici, il y a un petit mensonge qui se fait. Généralement, tu ne peux pas mesurer les dépenses des biens finaux de l'État parce qu'il y a bien des choses que l'État fait que lui consomme, mais tu ne sais pas vraiment c'est quoi la valeur de marché d'un policier, d'un service de police. Fait que, OK, fait que ça, un policier, c'est pas dans le PIB. Fait que, généralement, il y a comme normalement, c'est là une des choses qui se fait souvent, c'est que tu vas utiliser le caissier de la SAQ, c'est sûr qu'il est dedans. C'est sûr. Ça, tu vas compter. Des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste compter tout ce que l'État dépense, sauf les transferts. Ils vont dire, ben ça, c'est les dépenses de consommation de l'État. OK, ils font une grosse règle du pouce bien grasse. Oui. Fait que, mais ça ne veut pas dire que ça a nécessairement de la valeur. C'est très difficile à mesurer la valeur des services de l'État. Puis finalement, il y a un problème de fabrication délibérée. C'est pas tant un problème c'est pas du tout un problème pour le Canada, mais c'est un problème si, par exemple, tu es la Chine, le Venezuela ou la Russie. Donc, il y a des gros mensonges dans les pays avec des dictatures sur le PIB. Si tu prends toutes ces limites-là que je viens de dire. Fait que ça, c'est toutes des. Excuse de te couper, mais je synthétise pour les gens qui écoutent. Là, c'est tout ce qui est listé là-dedans, c'est toutes des dimensions de valeur. C'est tous des trucs qui ont une valeur. Bon, le travail, la qualité des biens, tout ça, mais qui est difficilement, voire mal ou pas mesuré. Yep. C'est un peu comme une démocratie. C'est pas une mesure parfaite, mais c'est une mesure qu'on aime bien parce que c'est la meilleure qui est disponible. Fait que, autrement dit, c'est que toutes les autres mesures possibles sont encore plus difficiles à estimer que ça. Oui. Mais, fait que tu vois, la prémisse des gens, là, c'est qu'ils vont dire que ça manque toutes les choses, puis c'est une mesure qui... Tu vas avoir des gens qui vont dire que c'est une mesure idéologique. C'est facile à attaquer à cause qu'elle a des faiblesses. Oui, mais en fait, la meilleure critique, puis elle vient de cet économiste-là, qui est un historien économique, Joël Mokyr. Lui, il déteste la mesure, mais il la déteste parce qu'elle capture absolument rien des choses qui ont fait l'amélioration de notre bien-être. Fait qu'il souligne que, puis dans le passage qu'il y a là, il dit le PIB, c'était une mesure qui était faite dans l'époque Wheat and Steel Economy. Donc, c'était une époque où tu avais plein de choses comme ça, puis tu n'avais pas des services. Tu n'avais pas les choses qu'on a aujourd'hui avec une économie de l'information, avec énormément d'innovation, qui étaient des économies rapidement changeantes. Le PIB, là, c'est bon si tu veux mesurer, disons, l'économie en 1800 et 1900.
mais tu ne seras pas. Il dit c'est pire comme mesure quand tu es dans un milieu hyper innovateur. Parce que tu vas manquer à quel point le monde est meilleur que ce que tu réalises. Prends le podcast qu'on produit. OK, mettons qu'on prend ce podcast-là, le trio économique comme tel. C'est vraiment le coût. En fait, ce qui est comptabilisé dans le PIB, on pourrait dire, c'est la portion que représente le trio économique, mettons 15% de toutes les heures de podcast qu'on fait. Fait que 15% fois les revenus qui sont générés par ce que les gens achètent. Fait que c'est mettons, sur le Patreon. Ça, c'est notre portion qu'on contribue au PIB. Ça, l'affaire, c'est que produire une émission comme le trio économique en 1980, c'est 10 fois plus cher. Là. Exactement. Fait que, comment tu mesures le changement de qualité? En fait, elle ne peut même pas exister parce que les coûts de production sont tellement grands pour essayer de faire ça. Puis ce qui rend ça facile aujourd'hui, c'est que, tu sais, c'est quoi nos réelles dépenses? Ce qui est plus problématique, parce qu'ici, ce qu'on peut dire, c'est que la personne qui achète notre abonnement à Patreon, on peut mesurer la valeur pour lui au minimum via ça. Ce qu'on manque, c'est tous les gens qui le prennent gratuitement sur YouTube. Donc, les 2000 personnes, mettons, en moyenne, qui écoutent gratuitement sur YouTube, ces 2000 personnes-là, avant, ils auraient acheté un documentaire, ils auraient acheté une vidéo, ils auraient acheté un abonnement récurrent. Alors, ici, ils vont juste sur youtube.com, se tapent une coupe d'annonces, même les annonces ont de la valeur. Là, ça compte pour quelque chose. Fait que là, ici, quand tu vois le free goods, le point ici, c'est que tu vas manquer la valeur de la consommation qui est faite gratuitement, autre que la petite partie de gens qui achètent. Fait que si tu as un truc qui est offert gratuitement via YouTube, tu vas manquer beaucoup. Mais ça, aujourd'hui, ça a l'air con, mais Spotify, TikTok, les shorts sur YouTube, Instagram. C'est une augmentation de qualité de vie, ça, là. Exactement. Aller sur Wikipédia. Fait que là, je pense que la prochaine slide montre probablement la meilleure manière non, l'autre slide après, excuse-moi. J'ai inversé 2 slides. Là. Non, pas grave. Ça, c'est Écoute, meilleur exemple de ça. Aujourd'hui, là, tu vas sur YouTube, tu peux trouver n'importe quelle chanson que tu veux, right? Oui. Puis tu vas payer un prix 0. Donc, on ne peut pas mesurer ça. Autre qu'au minimum, dans combien est-ce que les gens chez YouTube sont payés eux-mêmes, mais tu vas manquer une chose suivante, c'est quand tu vas regarder du côté des dépenses, avant, la dépense de musique que tu avais, tu achetais un CD pour chaque set de 15 ou 20 chansons, ou tu achetais une cassette, tu achetais ton 8 tracks. Tu as même les vinyles dans tes affaires. Oui, tu as même les vinyles aussi. Mais là, aujourd'hui, tu as l'air d'avoir une baisse gigantesque des ventes de musique, mais les heures d'écoute sur YouTube, j'ai pas trouvé un graphique pour ça. C'est sûr que c'est plus. Là. Les heures d'écoute par tête de pipe sont beaucoup plus grandes que ça parce que on n'est pas capable de mettre un prix sur la consommation chez YouTube. Fait que tu manques quelque chose qui avait une valeur au minimum équivalente aux 10 000 millions qui étaient dépensés aux États-Unis sur la musique, disons, en 2015. Fait que tu manques un paquet d'affaires à cause de ça. Fait qu'on sait par définition que quand les gens critiquent le PIB en disant c'est une mesure mauvaise, c'est une mesure juste de notre surconsommation, etc. Non, en fait, c'est une mesure de notre sous-consommation. On ne réalise pas à quel point on manque de choses. On manque, spécialement aujourd'hui, toute la valeur de ces biens-là, qui sont maintenant des biens qui sont sans prix. Les gens disent free good, je n'aime pas ça, je préfère dire sans prix. Mais il y a quand même un coût à les produire. Il y a des gens qui fais juste penser, mettons, tu te mets dans une famille québécoise dans les années 1920. Puis tu essaies de voir qu'est-ce qui est consommé. Premièrement, il y a beaucoup de temps de travail, beaucoup plus qu'aujourd'hui, évidemment. Donc, du temps pour consommer ou se divertir, beaucoup moins. Et à ce moment-là, le divertissement ou la consommation, tu sais, tout est acheté. Là. Je veux dire, on n'est pas riche, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de biens de consommation gratuits. Il y a les soirées que tu fais entre amis, des affaires de même, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas... Tout a un prix, tout a quelque chose. Mais là, aujourd'hui, c'est fou. Là. Tu peux passer une journée sans trop dépenser d'argent si tu veux, là, facilement. Exactement. Tu n'auras pas travaillé, tu vas être diverti toute la journée. Là. Alors que pour faire le même niveau de entertainment, disons, il y a 100 ans ou même il y a 30 ans, tu aurais eu à dépenser une grosse fortune. Mais tu consommes la même quantité d'heures, disons,
de service ou d'une unité de mesure de production que tu as eue, ben, tu l'as comme consommation. Fait que on en manque beaucoup. Fait que peu importe c'est quoi que les gens, tu penses que le problème avec le PIB, déjà, on devrait commencer à penser que peu importe le chiffre que tu as, ça sous-estime à quel point tu es better off aujourd'hui que ce que tu réalises. Le niveau, si tu penses que c'est 100, c'est peut-être 110 à la place parce que tu manques cette affaire-là. Fait que toi, ton point, excuse Yann, ton point finalement, c'est en fait, non seulement ça mesure le niveau de vie et la qualité de vie d'une certaine manière, mais la vraie critique à faire, c'est que c'est pas que ça mesure juste le niveau de vie matériel, c'est que ça le sous-estime, en fait. Exactement. Moi, c'est la position que j'ai. Parce qu'il y a plein d'aspects, de valeurs, de la qualité, tout ce qui est un peu numérique est difficile à capter. Le fait que, mettons, Yann, tantôt, parlait de la préparation du podcast. Quand on prépare un truc, là, moi, j'ai juste un paquet de notes un peu enfouies, puis là, je crisse mes notes dans Grok ou dans GPT, puis je dis, réorganise-moi ça pour les mettre en ordre avec des titres pertinents, puis je m'en sers. J'ai créé de quoi avec, j'ai amélioré ma productivité, mais Grok, j'ai pas payé, j'ai rien payé pour, ça m'a rien coûté, mais il y a une création de valeur qui a été faite qui est non mesurée nulle part à la fin de l'année. Exactement, il y a une production qui s'est faite. Elle est très difficile à mesurer réellement. Fait qu'on sait qu'on manque. Peu importe c'est quoi que tu penses, la réalité est plus élevée. C'est une mesure relative. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si tu veux comparer le PIB de la France et du Canada, deux économies développées, ben, tu es dans une position où est-ce que les faiblesses de la mesure est pareil pas mal dans les deux places. Pour certains trucs, oui, pas tous. Dans certains si tu arrives avec Éthiopie-Canada, là, tu peux avoir un peu plus de difficultés parce que tu dis le Canada est probablement plus sous-estimé que l'Éthiopie, par exemple. Exactement. En réalité, c'est quand les gens disent, ça c'est un exemple, quand les gens, parce que cette semaine, là, je dois dealer avec des incompétents comme Karel Méran qui font dans l'anti-américanisme cheap. Les États-Unis, c'est pas une nation si développée que ça. Non, en fait, peu importe ce que tu réalises, les États-Unis sont plus riches que ce qu'ils sont. Puis ça veut dire qu'ils sont encore plus devant d'autres pays. Puis ces autres pays-là, on les sous-estime. On les sous-estime peut-être un peu sur certains terrains. Mais en fait, comme on va voir, certains des problèmes entre pays te donnent toutes les raisons de croire que plus un pays est riche en comparaison à d'autres, plus en fait, il est encore plus riche que ce que tu penses relativement à eux. Juste en revient en arrière, parce qu'il y en a un autre qui est important, celui-là. Fait que là, celui-là, encore une fois, même chose. Si on ajoute maintenant des choses qu'on manque, comme la valeur de la production dans les maisons, donc la production domestique, ben, au lieu d'avoir la ligne bleue, okay, donc là, ce qu'on voit, la ligne bleue, c'est le chiffre officiel de PIB. La ligne jaune, c'est que tu ajoutes ce qu'on appelle les comptes satellites. Les comptes satellites, c'est que tu fais une mesure de la production à la maison. Tu essaies d'éviter de double compter des choses. Fait que tu le fais en parallèle. Pourquoi on dit un satellite? Mais tu essaies d'éviter une double comptabilité. Donc, tu comptes des choses en double. Et ce que tu vois, c'est que les États-Unis sont... Ben, tu regardes le PIB, au lieu d'être 12 000 billions en 2004, il est beaucoup plus proche de 15 000 à peu près. Fait que c'est une différence de 10 000 par personne. C'est à peu près 25 de plus que le chiffre officiel, en gros, par tête de pipe. C'est gigantesque comme différence que tu manques. Mais en plus, ça, c'est un truc, les gauchistes aiment ça, par exemple. Regarde, la période de croissance économique incroyable, 1945 à 1975, c'est une période incroyable. C'est pour ça que c'est bon, la guerre. Ben, en fait, c'est après la guerre, mais ils vont dire que c'est la période de naissance de l'État-providence, puis tout ça, puis la croissance était super élevée. La croissance n'était pas si élevée que ça. Oui, l'économie était plus grosse, mais une des choses qui se passait, c'est que tu avais un paquet de femmes qui travaillaient avant à la maison, qui sont entrées sur le marché du travail pour des raisons qui ont largement rapport à la pilule contraceptive puis à l'eau courante, parce que c'est les deux facteurs qui déterminent l'entrée des femmes, le gros de l'entrée des femmes sur le marché du travail, parce qu'ils réduisent le coût. Non, c'est pas vrai. C'est pas à cause de l'eau courante ni la contraception. C'est grâce à des bons politiciens qui ont reconnu le droit de vote des femmes. Oui, absolument. Et qui ont finalement
des progressistes et qui ont permis à la nation québécoise, canadienne, française, canadienne, anglaise et les Américains de s'émanciper une fois pour toutes des hommes, des méchants. Oui, merci, Ruba. Oui. Ça n'a pas du tout rapport non plus avec le développement des... la vaisselle, des électroménagers. Non, parce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui faisait laver le linge à la laveuse à tordeur, puis que ça prenait 3 jours par semaine de laver le linge, elle avait le temps d'aller travailler. Oui, exactement. C'était une surfemme. C'est le capitalisme qui l'a rendu faible. Bien sûr. Merci, Ruba. On va passer on va sortir de la zone fiction. Au fur et à mesure que... Non, mais attends un peu. C'est quand même... C'était rempli d'ironie les 3 dernières minutes. Là. Tout le monde le comprend. Là. Je suis pas sûr que tout le monde le comprend. Ben, c'est pour ça, il ne faut pas aller trop vite là, quand on fait de l'ironie, là, parce que c'est pas, comme Frank dit, c'est pas tout le monde qui comprend. Salut, Olivier. Mais ça me dérange pas si Ruba ne comprend pas, on l'a déjà perdu. Non, mais le point, c'est que... There are some kids left behind. Le point, c'est quand même, c'est assez spectaculaire pareil, parce que, tu sais, moi, c'est quelque chose que je réalisais pas avant. Là. Oui, je comprenais que les femmes entraient sur le marché du travail. Par contre, le fait que tout ce qui était fait à la maison n'était pas comptabilisé dans le PIB, ça, je l'apprends aujourd'hui dans le podcast. Ben, je veux dire, Christy, c'est pas vrai que ça valait rien. Là. Oui, le travail des femmes à la maison était considéré pour 0$ dans le PIB, mais c'est pas vrai que ça valait rien. Là. Yep. Mais quand ils rentrent sur le marché du travail, tout ce qu'ils ont sur le marché du travail est comptabilisé comme une addition nette, alors que la vraie addition, c'est ce qu'ils produisent sur le marché, moins ce qu'ils produisaient à la maison avant. Fait que l'addition c'est sûr que tu as eu des croissances de PIB incroyables dans ces années-là. Là. Je veux dire, ça rentrait en masse sur le marché du travail, tout le monde en même temps. Ben, c'est là que je mets un passage dans le graphique qui vient d'un de mes articles où est-ce qu'on corrige les données. Puis ça affecte un peu la croissance. Fait qu'au lieu d'avoir dans la période depuis 1947, donc de 1947 à aujourd'hui, si tu ajoutes ça, au lieu d'avoir une croissance de 2,5 % par année par personne, donc une croissance moyenne de 2,5 % year in, year out, tu es à 2,3. Okay? Fait que tu as quand même enlevé une petite partie de la croissance qui est purement un artifice statistique et pas une vraie augmentation. Fait que là, le niveau est plus élevé, mais la tendance est différente. Puis la partie, par contre, quand les femmes ont complètement rentré sur le marché du travail, bien, les augmentations que tu as sont beaucoup plus alignées avec la réalité. Fait qu'un des effets que ça a, c'est que la période de la naissance de l'État-providence a moins de croissance qu'on croit, alors que, par exemple, des périodes comme les tax cuts de Reagan, les déréglementations de Carter et Reagan... Alors que là, les femmes sont sur le marché du travail. Exactement, quand les femmes sont déjà sur le marché du travail, sont beaucoup plus proches de la vérité. Fait que souvent, ça nous biaise dans nos évaluations des effets des politiques publiques. Fait que souvent, ces choses-là comptent pour beaucoup. Changement de qualité. Le fait qu'on a des biens qui ont des caractéristiques différentes. Pense juste à l'auto de 1970 versus celle d'aujourd'hui. La sécurité additionnelle. Je te prends un break. Dans le fond, là, on a toute la séquence, là, on va reprendre l'expression que tu as dit, là, du blé et l'acier. Où est-ce que là, le PIB est vraiment une mesure qui est quand même très précise. Fait qu'on peut considérer que toutes ces considérations, si on regarde la croissance du PIB dans ces années-là jusqu'à 1945, mettons, tout ça fait beaucoup de sens. Là, après ça, tu as une séquence de temps qui, malheureusement, fit avec l'apparition de l'État-providence, mais où est-ce que les femmes rentrent sur le marché du travail? Pas grâce à l'État-providence, simplement à cause du développement technologique qui ont permis de nous offrir ça comme luxe, d'avoir les femmes qui puissent finalement sortir des maisons et aller travailler, qui viennent booster artificiellement le PIB parce qu'ils n'étaient pas comptabilisés avant leur travail. Donc là, on a beaucoup de croissance sur le PIB à ce moment-là, mais c'est un peu artificiel statistiquement. Mais en même temps, ça correspond à l'apparition de l'État-providence. C'est pour ça que les gens pensent qu'il y a une émancipation grâce à l'État à partir de ce moment-là. Puis là, d'un coup que c'est finalement intégré, on peut penser qu'on retombe dans une période où est-ce que ça commence à faire du sens, les chiffres un peu plus, dans le sens que les femmes sont finalement sur le marché du travail, puis là, on a une croissance, mais on est encore dans une économie un peu normale où c'est quand même facile de comptabiliser les trucs. Et arrivent les années 2000, l'Internet, puis tout ça, puis là, on retombe dans une période de difficultés statistiques parce qu'on obtient toutes sortes de services de manière gratuite qu'on n'avait pas avant. Là. Fait que ça donne quand même des affaires assez fuckées dans les chiffres. On a l'impression, beaucoup, quand on regarde beaucoup le PIB dans les dernières années, malgré toute l'innovation technologique qu'on voit, malgré
le fait que beaucoup de gens travaillent beaucoup moins d'heures qu'avant, tout ça, puis les gouvernements surtaxent, puis tout, puis t'es là, tu regardes et tu dis, on vit dans des économies qui sont à toute fin pratique stagnantes parce que le PIB, on a l'impression qu'il n'augmente pas. Mais en même temps, on est peut-être en train de se rendre compte que le PIB n'augmente pas parce qu'on le mesure vraiment mal dans la nouvelle économie. Oui, puis écoute, ajoute à ça le problème qu'on a vraiment de la difficulté à mesurer la qualité. Quand tu as de la difficulté à mesurer la qualité, là, les gains de qualité, ben, ça veut dire que dans les prix, pour la même quantité produite, ben, si, mettons, la qualité est meilleure, ben, c'est comme si le prix avait baissé, si tu y penses. Si je paye la même chose pour quelque chose qui a plus de qualité, pour la quantité de qualité que j'ai, c'est weird à dire, mais le prix par unité de qualité a baissé parce que j'ai... Mais on en parlait de ça quand on parlait beaucoup d'inflation dans le podcast. On disait, une forme d'inflation qui est difficilement mesurable, c'est toutes les entreprises, par exemple, qui ont fait le choix, au lieu d'augmenter les prix, de baisser la qualité, de réduire les heures d'ouverture, ce genre de trucs-là. Mais ça en est de l'inflation, là. Mais mon Pentium 4, j'avais pas 3 écrans de 32 pouces. Je te l'annonce. Exactement. Puis, les gros gains de qualité, là, les gens aiment beaucoup les gains de qualité qui viennent de nouveaux biens, qui remplacent des biens anciens, mais qui ont des différences de qualité gigantesques, qui sont plus diverses, qui font plus de choses en même temps. Le gain de qualité que tu as dans un iPhone relativement à toutes les autres applications que tu devais avoir des objets séparés pour... Juste malade, ça. Ben, c'est difficile de mesurer ce gain de qualité-là. Il y a des gens qui essayent. Fait que, dans la première décennie, quand on essayait de dire, ben, regarde le prix des ordinateurs. Fait que là, je vais dans un magasin, je regarde juste le prix d'un ordinateur. Ben, le prix des ordinateurs n'avait pas l'air de changer tant que ça. Par contre, quand tu fais des ajustements, comme par exemple la qualité des ordinateurs, ben, les premiers articles qui ont commencé à corriger pour ça ont trouvé que ben, par année, le prix de baisse, le changement de prix des ordinateurs était proche de 30 % plus bas par année. Donc, chaque année, le prix d'un ordinateur par unité de qualité baissait de 30 %. La déflation de prix de 30 % par an ajusté pour la qualité. Si tu regardes l'indice, là, puis tu fais juste prendre l'ordinateur, ben après 10 ans, tu vas sous-estimer le prix de l'ordinateur de 99,999 % à cause que tu n'as pas capturé les gains de qualité. Puis il y a des études, puis là, si tu veux aller comme 2 slides après, si tu fais ça pour le plus de bien possible, il y a des gens qui essayent de faire des corrections, ben l'indice des prix à l'inflation que tu vois, là, peu importe ce que tu as, fait que si, mettons, il dit 2 % d'inflation, en réalité, il est à peu près à 1,13, 1,10, plus proche de... Fait qu'il y a moins d'inflation parce qu'on a vraiment de la difficulté à mesurer. C'est comme la slide d'en haut. On a de la difficulté à mesurer les gains de qualité tellement. Mais ça veut dire qu'on sous-estime le gain réel qu'il y a eu exactement. Toutes ces applications-là qui sont maintenant sur un single device qui te coûte moins cher que tous ces systèmes-là ensemble, en incluant l'abonnement au service de connexion téléphonique puis ton Internet. Toutes ces autres choses-là te coûtaient plus que ce que ça vaut. Yann, quand tu te mutes... Oui, je sais. Tout le stock qu'on a sur la photo, là, il y en a, ça coûte cher. Il y a un téléphone, il y a un réveil matin, un chronomètre, un iPod, une boussole, un Game Boy, une liseuse, un livre. Un GPS. Un Palm, j'ai déjà eu ça, un Palm, ça peut-être pour gérer tous tes contacts et ces affaires-là. Le GPS, effectivement, un appareil photo, bien évidemment, la caméra vidéo. Écoute, tout ce qu'on voit dans l'image, pour vrai, pour avoir presque tous, j'ai presque tout acheté ces systèmes-là une fois dans ma vie. Là. Il y a pour 5 à 6 000 $ de stock là-dessus. Là. Yep. Il y en a plein, qui sont pas dedans. Là. Un bloc-notes, une lampe de poche. Regarde, faites la liste des utilitaires que vous avez sur votre téléphone intelligent. Elle est même plus grande que ça. Là. Yep. Écoute, puis, encore une fois, regarde, toutes les choses que j'ai mentionnées, tous les problèmes, on sait qu'on sous-estime soit le niveau ou les améliorations, disons, dans les dernières 20 ans, on sait qu'on les sous-estime. Ouais. Ben, il y en a d'autres qui sont encore plus problématiques, comme par exemple les entreprises multinationales. Ben, on sait que ça sous-estime, par exemple, pour le cas des États-Unis, on sait que les États-Unis sont plus pauvres en réalité que ce qu'ils sont. Ils ont l'air plus pauvres parce que, ben, par exemple,
tu es une compagnie américaine, puis tu fais ce qu'on appelle du transfer pricing. Tu dis que certains de mes services, comme par exemple tous les blueprints que je fais ou les dessins industriels, sont faits dans un district comme l'Irlande, la taxation est plus basse. Mais en réalité, tu sais, je veux dire, c'est quand même ma compagnie qui le produit, puis mon bien final que je vais faire, ben, il va être vendu aux États-Unis pour moins cher à cause de ça. Mais si j'estime, par exemple, du côté des paiements, donc le paiement au facteur de production, pas les dépenses finales, ben, je vais manquer quelque chose. Tu corriges pour ça. Ben, la productivité américaine, fait que si, mettons, elle augmente de 1% par année, en réalité, elle augmente probablement juste à cause de ça. Le vrai chiffre est peut-être plus de 1,1 à 1,25% par année, ce qui est une grosse différence. C'est-à-dire que la croissance dans ce cas-là serait de 10 à 25% plus rapide que ce que tu vois vraiment dans les chiffres officiels. Puis de telle sorte qu'aujourd'hui, en 2014, l'économie américaine, juste à cause de ce problème-là, de comment les entreprises multinationales déclarent où est-ce qu'ils produisent, ben on sait que le PIB américain est à peu près plus bas officiellement qu'il ne l'est de 1,5%. 1,5% de la taille de l'économie américaine, étant donné à quel point les Américains sont riches, on parle de peu près 700$ par personne. Là. C'est pas n'importe quoi. Là. C'est une somme assez importante qui est juste manquée par une erreur, par une difficulté de comptabilité. Puis, encore une fois, on sait que c'est plus bas. Bon, c'est sûr que celui-là, par pays, ça s'annule. Puis, il y en a un autre qui est particulièrement problématique. C'est celui-ci. Puis, on skippera l'autre slide, Frank, parce que pour le bénéfice du temps. Là. OK. Fait que là, tu veux que je m'en aille à... Celui-là, non, skip celui-là. L'autre avant, je vais le garder, là. Celui que tu étais avec ici. Il y a d'autres choses qu'on manque dans les corrections pour les prix pour dire on va tenir compte de l'inflation. Ben, il y a les nouveaux biens qu'on a parlé. Fait que là, les new products ou les changements de qualité, ben, ça compte pour quelque chose, mais on sait qu'on est capable de le mesurer ça. Mais il y a d'autres problèmes que Statistique Canada ou BEA aux États-Unis ont de la difficulté. C'est que, les paniers ne sont pas souvent mis à jour. Fait que, il faut que tu pondères c'est quoi le poids du pain dans le panier de consommation quand tu calcules le rôle de ça dans l'inflation. Ben, les paniers, ils changent. Les gens changent leur consommation chaque mois. On a des paniers qui ont des retards dans ça, puis ça crée un biais d'à peu près un dixième de point de pourcentage. Après ça, il y a le fait qu'il y a des nouveaux magasins qui émergent. Fait que quand tu as un nouveau magasin qui arrive, tu te déplaces de chez Walmart, tu te déplaces d'une épicerie normale à chez Walmart. Mais ça ajoute à peu près un autre 0,10. Puis après ça, tu as des substitutions entre les types de produits. Donc, les gens se déplacent, disons, ben maintenant, j'aimerais ça consommer un bien. Donc, par exemple, maintenant, avant, dans les épiceries, par exemple, tu achetais juste un steak qui était emballé puis that's it. Aujourd'hui, tu peux acheter un steak qui est emballé, assaisonné, pré-préparé, ou est-ce que tu as substitué pour un bien qui a plus de caractéristiques dedans. C'est ce qu'on appelle upper level substitution. Mais ça aussi, ça crée un biais. Fait que tu ajoutes tout ça ensemble, puis on sait qu'on surestime l'inflation au total de peut-être 1 point de pourcentage au maximum. Au plus bas, on le surestime de peut-être un demi-point de pourcentage. Ça veut dire que quand StatCan dit 2,5% d'inflation, en réalité, tu es peut-être à 1,5 ou 2. OK. Puis c'est quoi qui fait les différences? Là? Parce que là, ceux qui sont en audio, en ce moment, il y a un graphique là, qu'on voit. Il y a un tableau à l'écran où on voit là, en 1996, il avait estimé les pourcentages que tu as donnés en 2003-2017. Ouais, oublie la colonne. Pour les gens à l'audio, pour les gens visuels, oubliez la colonne 2003. La colonne qui est écrite 1996, c'était une grosse commission gouvernementale qui avait été mise en place pour faire enquête sur la fiabilité des indices de prix. Puis c'était un big thing back then. Puis il y a un gars qui a décidé de mettre à jour les résultats de cette enquête, de cette commission-là. Et il a trouvé que le problème trouvé en 1996 est plus petit aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque, mais il est encore assez gros quand même. T'sais, ils l'ont réduit, mais c'est encore un big deal. Fait que tu as encore de la surestimation d'à quel point il y a de l'inflation chaque année. Et donc, ça veut dire que quand tu convertis quand tu ajustes pour l'inflation, tu sous-estimes à quel point les gens, leur part s'est amélioré. C'est une autre manière de dire que le PIB était sous-estimé. Yep. Puis écoute, celui-là, l'autre après, skip celui-ci, on va pas importe. On peut
parce qu'il reste quand même, je veux quand même arriver à la conclusion finale. Celui-là, c'est un big deal. Celui-là, il change les différences de comparaison entre pays. C'est ce qu'on appelle les investissements intangibles. C'est toute la recherche et le développement dans des idées, des choses qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Puis dans les graphiques que tu vois là, ce que tu devrais visualiser, c'est que quand les lignes sont solides, dans le premier graphique à gauche, c'est ce qu'on appelle l'investissement tangible. Ça, c'est des machines, OK? Pense, c'est juste des machines. Puis les États-Unis, depuis, disons, 1995, ont fait 60% plus d'investissement aujourd'hui qu'en 1995. Okay? Donc, l'investissement a augmenté. Puis l'Europe a fait peut-être 30% de plus. OK? Puis il n'y a pas l'air d'avoir de grosses différences entre les deux. Par contre, quand tu regardes les intangibles, c'est toutes les idées, la recherche et le développement, les choses que tu ne peux pas mesurer, la valeur des marques de commerce. C'est le compte valeur au grand complet là-dedans. Là. Exactement. Bien là, l'écart entre l'Europe, des 28 pays, et les États-Unis, c'est massivement allongé. Pourquoi? Parce que l'importance des intangibles dans l'économie américaine est plus grosse que dans les autres pays et elle croît plus vite. Ça veut dire que quand on dit les États-Unis sont plus riches ou plus productifs que la France, ou aussi productifs que la France, peu importe c'est quoi, les États-Unis ont l'air pire en réalité que ce qu'ils sont parce qu'on a de la difficulté à mesurer les intangibles, mais on sait qu'il y a plus d'intangibles aux États-Unis qu'il y en a proportionnellement, qu'il y en a avec la France ou qu'il y en a en Europe. Puis ça veut dire que tu sous-estimes à quel point des pays comme les États-Unis sont riches. On sous-estime aussi le Canada, mais on le sous-estime par une plus petite proportion. Puis ici, là, ça, c'est la correction que tu peux voir. Au Canada, là, la ligne bleue solide, c'est l'investissement tangible que tu as au Canada. Puis tu vois qu'en proportion du PIB, là, c'est flat depuis 1976. Mais l'intangible a augmenté un petit peu de telle sorte qu'on fait un petit peu plus d'investissement au Canada. Par contre, puis ça, c'est le dernier graphe en bas, la chose qu'on sait qui est super bien liée aux intangibles, c'est la recherche et le développement. Bien, les États-Unis font une shit tonne plus de recherche et de développement que nous. Nous autres, on le taxe. Fait que ça veut dire que le gap en investissement entre le Canada et les États-Unis, si ça dit qu'il y a, disons, 3 points de différence, en réalité, c'est peut-être 6 points de différence. Fait que oui, on est plus riche que ce qu'on réalise. Oui, il y a plus d'investissements au Canada qu'on réalise. Mais le Canada est encore plus loin derrière les États-Unis parce qu'on en ajoute beaucoup plus aux États-Unis. C'est qui le génie qui a pensé que taxer le gain en capital, c'était une idée pour améliorer notre PIB? Ben écoute, c'était Ruba puis sa gang. Ruba et ses acolytes substituables l'un pour l'autre. Mais là, le bonheur là-dedans, là, c'est où c'est compté? Là? Ben écoute, c'est là qu'on peut arriver plus proche de la fin. Là. Écoute, ça c'est pour l'environnement. Fait que quand ils disent, bon, on manque l'environnement, ben le PIB per capita, malgré tous ses défauts, ben, il est super bien corrélé avec la qualité environnementale. Fait que si tu corriges pour la qualité environnementale puis c'est corrélé positivement... Tu ne changeras pas les chiffres. Hein? Tu ne changeras pas les chiffres même. Tu ne changeras pas les chiffres. Fait qu'on sait que c'est... De toute façon, on en avait déjà parlé en masse quand on voyait les deux courbes aussi. Problème de En fait, l'environnement, c'est un problème que les nations riches peuvent se permettre de résoudre. En fait, le seul problème environnemental qui est de taille aujourd'hui, les gens aiment ça capoter, que la richesse est un petit effet dessus, c'est la question des gaz à effet de serre. Mais tous les autres problèmes, la reforestation, la biodiversité, c'est toutes des affaires que plus de richesse, clairement, règlent le problème. Fait que, oui, les déchets, puis toutes ces affaires-là. Là. Fait que c'est clair que si tu veux m'ostiner avec ça, go for it, buddy, parce que ça m'aide en crise à faire ma cause qu'en fait, on sous-estime. Mais le bonheur, Vincent. Ben, c'est là qu'on peut arriver. Écoute, saute d'une autre étape. On va leur laisser la partie sur le gouvernement là, parce que. Dernière slide. L'autre après, excuse-moi. Ça, là, c'est le graphique qui dit tout, puis OK, il est compliqué, puis la personne que je cite, c'est Lance Pritchett. Puis Lance, c'est un gars incroyable. C'est un des meilleurs économistes que je connais, puis le papier qui est là, je l'ai lu dans sa version initiale, j'ai donné des commentaires, je suis dans les remerciements. J'adore cet article-là parce qu'il dit très clairement ce que j'essaie de dire depuis tantôt. Il y a des gens intelligents qui t'apprécient. Il y a des gens intelligents qui m'apprécient. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils sont intelligents. C'est une marque d'intelligence d'apprécier ce que je dis.
Parce que sinon, t'es Ruba Gazal. Là, arrête. Non, mais je suis pas généreux cette semaine. J'ai aucune générosité après. C'est un manque de steak and egg, là. Non, mais c'est plus le style calice de Karel Méran puis la gang de gens qui. On laissera ça pour le Patreon. Là. Ah, c'est ça. Tu vas écrire à ta femme, là. Il faut qu'elle prépare un steak à soir. Tu peux écrire à Alex, ça va lui faire plaisir de recevoir un message comme ça. Donc, le graphique qui est là prend l'indice que la gang de la commission Stiglitz que j'ai parlé au début faisait. Fait que ça, c'est l'axe des Y sur le graphique. Puis il le compare à l'indice de développement national. Puis l'indice de développement national, ce que c'est la liberté économique et le PIB avec les libertés politiques. C'est ça que c'est. Okay. C'est genre à quel point tu es libre de faire des choses légalement, puis à quel point tu as les ressources matérielles pour le faire. Bien, la corrélation est presque one for one. Tu n'as pas besoin de plus que ça. T'expliques, genre le chiffre, en bas, il est écrit 0,9416. 94,6. Ouais. Mais ça veut dire que si tu augmentes de 1 dans le développement national, tu vas augmenter l'indice de progrès social. Puis l'indice de progrès social, il inclut des affaires comme la mortalité sur les routes, l'accès à l'eau potable, le droit des femmes, le droit de la protection de l'environnement. Ils incluent toutes les affaires, genre, ils prennent tout ce que tu peux prendre, là, ils mettent ça ensemble dans un truc, ils pitchent ça, puis ils disent, ça, c'est une meilleure mesure que le PIB. Ben, Chris, le PIB fait une crise de bonne job pour expliquer ce truc-là qui essaie de tout mettre ensemble. Il explique presque parfaitement bien ça, l'idée que une des mesures qui inclut le PIB reflète très, très bien. Fait que tu es en train de me dire qu'il y a des gens qui se sont pété le derrière à dire hey, on va proposer un indicateur alternatif là, qui va vraiment être meilleur que le PIB, parce que ça, c'est une vieille mesure dépassée qui ne sert à rien. Et au final, le PIB arrivait à 0,946 sur une échelle de 0 à 1, au même résultat que cet indicateur-là. Exactement. Puis ça, c'est en dépit de toutes les choses que j'ai mentionnées. Toutes les choses que j'ai mentionnées, on sait que c'est des problèmes. OK? On sait qu'on sous-estime les choses. Peut-être qu'on sous-estime certains pays relativement à d'autres. Mais la réalité, c'est qu'après toutes ces critiques-là, là, puis on sait de quelle base ça botte. Si aujourd'hui, tu devais tout corriger les problèmes, toutes les nations sur Terre auraient l'air plus riches, pas par la même proportion, mais on serait tous plus riches que ce que les chiffres officiels nous disent. Mais en plus, malgré ce problème-là, la performance d'un indicateur avec autant de problèmes, il fait une calisse de bonne job. Il fait une calisse de bonne job pour prédire des choses qui, effectivement, sont importantes. La qualité de l'eau, c'est important. La liberté des gens de pouvoir se déplacer, c'est important. La violence à laquelle tu es exposé chaque jour. Tu sais, s'il y a des gens qui se font tuer dans ta communauté par des hauts taux d'homicide, c'est une dimension de la qualité de vie qu'on peut tenir compte. Puis, malgré tout ça, le PIB dit, ben écoute, si je réussis à le doubler, ton PIB, tes autres problèmes aussi, je vais les régler. OK? Ça ne veut pas dire que c'est la mesure parfaite. Tu ne devrais pas dire si le PIB a augmenté de 1%, ton bien-être a augmenté d'exactement 1%. Non, mais si tu augmentes le PIB de 1%, tes autres problèmes vont réduire. Il y a une mentalité, quand tu regardes toutes les critiques qui sont faites envers le PIB, il y a une mentalité un peu jeu vidéo. Tu sais, quand tu joues à Mario Bros, là, tout ce que tu fais est vraiment bien comptabilisé par l'ordinateur. Tu sais. Puis, il n'y en a pas d'erreur. Tu es dans un environnement fermé, tout est simple. Tu sais, quand tu es dans une entreprise, tout peut être comptabilisé, il n'y en a pas de problème. Plus tu grossis l'entreprise, plus tu te rends compte qu'il commence à avoir certaines difficultés. Mais quand tu arrives au niveau d'une économie, d'une industrie, de vouloir comptabiliser des trucs, je veux dire, les difficultés sont énormes parce qu'on n'a pas accès aux chiffres. Tu sais, les entreprises, leurs chiffres ne sont pas directement plugués sur le gouvernement. Ils font leur rapport d'impôt à la fin, mais même dans les revenus qui sont divulgués au gouvernement, il n'y a pas un breakdown de tout ce qui a été rentré comme un revenu exactement d'une manière très, très, très précise. C'est plus. Yep. Fait que les gens sous-estiment énormément la difficulté comptable et statistique d'avoir du data de très haute qualité. Puis à un moment donné, tu es là, tu te dis, OK, c'est parce qu'il faut que tu sortes un peu de la maladie mentale, dans le sens que si tu veux avoir une mesure très, très, très précise, puis il faut que tu alloues justement 30% de ton PIB juste pour le calculer, tu te dis, ça ne marche pas. Là. On peut, il y a un niveau de précision que tu veux avoir dans tes données, à un moment donné, que tu considères qui est suffisant pour arrêter de dépenser de l'argent dessus.
Fait que, tu sais, Statistique Canada a son utilité. Statistique Canada peut avoir un budget annuel pour essayer de donner des données de le plus de qualité possible pour aider les décideurs, pour aider les entreprises, pour aider les comparaisons. Mais je veux dire, on ne triplera pas le budget de Statistique Canada pour améliorer marginalement la mesure du PIB de 0,8 %. Oh oui, puis... c'est ça, là. C'est que là, on n'est même pas dans le 80-20. On est dans le... J'ai un indicateur imparfait qui me donne 94,5 % de ce que je devrais savoir avec cet indicateur-là qui est vraiment plus complexe. Il va me demander beaucoup plus d'énergie, qui lui va me donner 100 %. Mais là... ben, c'est ça. Mettons, si on le met avec ces proportions-là, l'extra 6 %, il coûte trop cher. Je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de tripler le budget de StatCan pour un extra 6 %. Hey, l'extra 6 %, c'est beaucoup de fonctionnaires puis beaucoup d'intrusions dans les livres des entreprises. Oui, en plus, non seulement ça, mais Statistique Canada fait beaucoup des corrections déjà que je mentionne. Le problème, c'est quand on a fait de faire des comparaisons internationales, par exemple, il y a des pays qui le font pas. Fait que là, la question, c'est que souvent, on va essayer d'enlever les améliorations que Statistique Canada a déjà faites pour rendre comparable ou des choses comme ça. Pour ne pas créer des fausses comparaisons, des fois, on essaie d'uniformiser les définitions à travers pays. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que Statistique Canada fait une bien meilleure job que ça. Fait que toutes les critiques que tu peux faire pour des pays comme la France ou le Canada, largement, elles sont caduques. Puis en fait, peut-être, moi, je pourrais attendre un autre 5 minutes la partie gratuite, là, parce qu'il y a quand même 2 slides que j'ai sauté par-dessus. Tous les gens qui critiquent le PIB, ils aiment ça omettre une des critiques initiales, les 2 autres en haut, là. Le plus haut, excuse. Dans celle qu'on avait sautée, excuse-moi. Une autre avant, excuse-moi, Frank. Encore une autre avant. Celle-là. Les gens de gauche aiment ça dire, tous les problèmes, c'est tous des problèmes qui coupent dans le sens de ce qu'eux, ils veulent. Mais ils aiment ça oublier que la chose initiale dans les débats sur comment mesurer l'économie, qui était vraiment un big deal, c'était est-ce qu'on doit compter l'État? Les 2 pionniers s'étaient posé cette question-là de est-ce qu'on doit compter l'État? Et il y en avait qui disaient non, on ne devrait pas compter l'État parce que, si l'État est dans une mesure qu'elle est très régalienne, tu dis fair enough, ça se défend de ne pas compter l'État. Si l'État est intrusif comme au Québec ou en France, je veux dire, il faut que tu accordes. Ah non, c'est même encore plus stupide comme raison que les gens se posaient comme question. C'est comment tu fais pour... C'est quoi la valeur d'un policier? Il n'y a pas de marché pour ça. J'ai pas un prix que je peux observer pour la valeur d'un policier pour le consommateur. Quand on dit la valeur finale pour le consommateur, il ne l'achète pas. Tout ce qu'on peut réussir à voir, c'est qu'est-ce que tu as payé au policier puis that's it. Tout ce que tu as réussi à capturer, c'est la meilleure opportunité que la personne qui est policière peut faire. Mais son salaire devient un produit. Si demain matin, je paye le policier 8 millions de dollars par jour, ça va avoir l'air que le PIB va augmenter. Mais en réalité, non. Tu es en train de détruire ton économie. C'est ça. Mais c'est comment tu fais pour évaluer la bonne valorisation des services publics? Puis tu as comme 5 prix Nobel qui ont écrit là-dessus, dont James Buchanan, qui est mon idole à moi. Et ils disent, peut-être que tu devrais pas, peut-être que tu devrais juste compter cette partie-là. Simon Kuznets disait, il faut clairement que tu enlèves l'armée parce que les consommateurs ne consomment pas une armée généralement. Les seuls consommateurs de l'armée, c'est les gens de l'autre bord de tes soldats, que eux mangent les balles. Fait que, tu sais, un Allemand est difficilement un consommateur de munitions américaines dans la Deuxième Guerre mondiale. Il dit, si on veut respecter la philosophie de ce que ça doit être, tu dois au minimum pas compter les dépenses d'armée. Là, il y a des gens qui... Tu as vraiment des... En même temps, tu n'as pas d'armée. C'est difficile d'avoir une économie. Ton pays se fait envahir facilement. T'sais. Exactement. Mais là, c'est pour ça qu'ils disent c'est ce qu'on veut, c'est une mesure du bien-être d'une société via les capacités productives. Peut-être qu'on ne devrait pas compter les services publics. Tu as des gens qui ont essayé de réarranger les accords. C'est un cas un peu ambigu parce que, mettons, ton armée, elle peut être utilisée pour des trucs publics. Là, genre, il y a une inondation quelque part, les militaires arrivent, mettent des poches de sable. S'il n'y avait pas d'armée, il faudrait que tu engages des entreprises ou des gens de la... C'est une forme de cost of doing business, l'armée. C'est ça. Là, moi, que tu me dis, je prends l'armée pour la rentrer dans d'autres pays. Je veux dire, l'armée a quand même été rentrée dans des CHSLD et torché des fesses de petits vieux. Là. Fait que, à mon avis, ça a une valeur. Comment tu mesures ça? Mais je sais pas, mais ça a une valeur. Là. C'est super difficile. Puis il n'y a
aucune solution là-dessus qui a fait consensus. Fait que tout le monde a comme pris la moins pire des solutions. Fait que toutes les choses qui étaient meilleures que ça, tout le monde a comme pris. Il n'y a personne qui aime cette solution-là, mais il n'y a personne qui la déteste autant que toutes les autres alternatives. Fait que celle qui existe. Mais tu prends les dépenses et tu les considères comme le PIB. Exactement. Mais tu as des gens comme Robert Higgs ou Bate Marco. Au minimum, on peut-tu regarder juste le PIB privé? OK? Donc, Private Product Remaining. C'est-à-dire, c'est quoi l'activité productive qui est juste au secteur privé? OK? On va pas essayer de mesurer. La journée que le gouvernement est dans la SAQ, c'est pas privé, mais il vend du vin, fait que ça fait partie du PIB. Ben là, tu sais, tu pourrais essayer. Mais là, les gens disaient, peut-être que tu devrais compter les ventes d'alcool de la SAQ. Mais là, après ça, comment tu comptes les policiers, puis comment tu fais pour faire ça uniformément à travers le pays? Les gens trouvaient que c'était ingérable. Mais au minimum, tu peux regarder. Au minimum, est-ce qu'on peut regarder juste la production privée totale? Ou est-ce que là, il y a un marché pour? Puis est-ce que ça se comporte différemment? Ce que tu vois, par exemple, puis là, c'est le graphique en bas là, qui est en rouge et bleu. Tu vois que si tu prends le net privé, donc ce qui reste au secteur privé de la production, l'augmentation à travers le temps est plus petite que celle quand tu comptabilises l'État. Fait que les critiques qui disent que le PIB surestime les choses, eux autres vont dire c'est parce que tu ne comptes pas l'environnement comme faux, blablabla. OK, fine, mais on ne compte pas comme faux la valeur de l'État, puis généralement, on surestime la valeur de certains services de l'État. Fait que si tu veux le faire, on va faire ça au complet. Puis si on le fait, je veux juste te souligner que ça va montrer que ce que toi, tu penses être une super bonne chose n'est pas aussi bon que tu crois. Parce que quand tu fais ça avec, par exemple, ces résultats-là, tu montres que l'État n'a pas accéléré la croissance économique autant que ce que tu penses en termes de bien-être. La réalité doit être, fait que là, quand tu as deux équations sur ce graphe-là, il y en a un qui dit que la croissance est de 2,1 % par année. L'autre dit que c'est de 1,11 % par année. C'est une crise de différence. La vraie vérité doit être entre les deux, mais tu sais que l'État, par son existence, et qu'il y a une partie des choses qu'il produit qui est mal produit par les natures des incitations de l'État, que peu importe le taux que tu observes, il est probablement exagéré. Fait que si tu es pour faire les corrections, il y a des corrections qui vont annuler des choses qu'on manque. Fait que toutes les choses qu'on manque, des améliorations de l'autre côté, là, comme les changements de qualité qu'on manque, la surestimation qu'on fait de la valeur des services de l'État, c'est pour ça que ça s'annule, puis que dans le net, quand tu regardes le PIB, il fait une crise de bonne job. Il fait une crise de bonne job parce que les gens qui critiquent le PIB, ils veulent juste corriger les choses qui les inconvéniencent, eux. Mais si tu fais toutes les corrections pour que ça soit le plus idéal possible, tu réalises que souvent, ça finit par s'égaliser. Ouais. Et ce que tu as, c'est que ça fait quand même une calisse de bonne job. Fait que le mot du jour, les amis, produit intérieur brut et les inconvéniences des problèmes et des difficultés, selon Vincent Geloso, notre prof de français préféré. On l'adore. On continue sur Patreon. Il faut qu'on fasse une annonce rapide pour les gens qui doivent s'abonner. Oui, vas-y. Raison. À partir de la semaine prochaine, on va commencer pour vous encourager à vous abonner puis aussi à faire le trio. Au lieu de faire juste une jasette informelle comme on va faire après dans celui-ci. À partir de la semaine prochaine, je vais vous partager mon cours d'histoire économique que je donne à mes étudiants. Puis ça va être chaque semaine une heure de cours. C'est un vrai cours universitaire. Un vrai cours universitaire d'un cours de baccalauréat que je donne sur l'histoire économique. Tu vas juste avoir un hostie de fatigant qui t'interrompt tout le temps, chose qui n'arriverait pas dans ta salle de cours. Non, j'en ai 30 dans ces cas-là. Ils sont juste plus gentils et mieux comportés que toi. Ils sont un petit peu moins civils. Ils jouent à Poker Stars sur leur ordinateur pendant que tu parles. Parfois, mais à la différence de toi, ils savent se comporter un peu. Ceux-là en arrière sont sur OnlyFans. Oui, ils sont sur OnlyFans, mais ils ne me dérangent pas pendant que j'enseigne. C'est ça. Mais bref, il y a des gens qui payent des milliers de dollars par année aux États-Unis pour avoir accès à ces cours-là. Vous, à partir de 3$ par mois, vous pourrez y avoir accès. Donc, il me semble ça me paraît quand même un bon deal, là, présenté de même. C'est moins cher qu'un abonnement de OnlyFans. Exact. Qui n'est pas comptabilisé dans le PIB, selon Vincent Geloso. Yes. Écoute,